messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Info. Tout de suite, le sommaire en images. La préfecture s'inquiète de la situation préoccupante des réserves d'eau. Réaction des agriculteurs face à de probables mesures de restriction. La chasse au gaspillage se mène aussi dans les cantines scolaires. Un établissement privé du Mans teste le système depuis la Toussaint. Coiffure, enfin, nous étions au concours départemental du meilleur apprenti de France. Les futurs Franck Provost sont peut-être parmi les lauréats. Et puis, j'ai le plaisir de recevoir Dominique Reynaud, directeur de recherche au laboratoire de glaciologie de Grenoble, membre du GIEC, ce groupement international d'experts qui analyse le changement climatique et qui a obtenu en 2007 le prix Nobel de la paix. Vous n'êtes pas sartois d'origine, mais vous avez passé également une partie de votre enfance dans notre département et vous tiendrez vendredi une conférence au Mans sur l'avenir de notre planète. Mais tout d'abord, ce sujet sur lequel j'aimerais avoir votre avis, Monsieur Reynaud, le préfet de la Sarthe l'a en effet annoncé hier sur notre plateau. Le niveau des réserves en eau du département est préoccupant. Comme l'an dernier, des mesures de restriction sont envisagées si la situation ne s'améliore pas. Comment les agriculteurs anticipent-ils une potentielle sécheresse? Karma Duquesne. Après la sécheresse de 2011, Jean-Luc Coulon a repensé son exploitation afin de n'avoir besoin d'aucune irrigation. Ici, on est dans un champ de mélange céréalier où il y a 3 espèces. Il y a du blé, il y a de l'avoine et il y a du pois fourragé. C'est une super association qui nous permet à la fois de donner du fourrage, mais aussi c'est une culture qui permet de s'implanter l'hiver tranquillement et qui ne nécessite pas d'eau. Jean-Luc Coulon n'est donc pas inquiet du peu de précipitations à venir. Il y aura un peu moins de fourrage, mais il y a suffisamment d'eau actuellement pour qu'elle pousse et qu'elle puisse donner pas mal de fourrage quand même. S'adapter aux nouvelles conditions de réchauffement climatique, une stratégie payante, mais dont le coût de départ est assez élevé. C'est vrai que les cultures intermédiaires qui sont à implanter suite à l'implantation d'une céréale en été coûtent beaucoup plus cher. C'est un investissement en temps et en coût financier, en semences. Un investissement qui certes permet de ne pas acheter de fourrage durant l'hiver, mais qui n'est pas à la portée financière de tous les agriculteurs. Le président de la FDSEA, premier syndicat agricole, préfère ne pas parler de sécheresse et reste optimiste. Il est clair que nous partons avec un handicap fort, beaucoup plus fort que l'an dernier. Maintenant, il n'y a aucune raison de désespérer. La pluie que nous n'avons pas eue cet hiver, nous allons peut-être l'avoir au printemps. Il est vrai que si cette pluie ne vient pas, ça sera très grave et très difficile à gérer. Ça, c'est une certitude. Et dans ce cas-là, justement, la préfecture devra faire des choix quant à la répartition de l'eau. Lorsqu'il faudra faire des arbitrages, nous privilégierons effectivement l'élevage, parce que c'est une filière qui, derrière elle, tire toute une filière industrielle. En attendant, le niveau des eaux souterraines et des eaux superficielles est jugé préoccupant dans la Sarthe. La sécheresse attendue cette année pourrait être comparable au pic de 1992 et 1976. Alors, Monsieur Reynaud, on l'observe, des automnes et des hivers qui sont pauvres en eau, des sécheresses qui se multiplient, même si elles sont parfois compensées par les pluies d'été. C'est un schéma que vous observez au-delà de la Sarthe? Certainement, au-delà de la Sarthe, d'autres régions en France sont affectées, dans les autres pays aussi. Ce sont des choses que l'on observe et je trouve très intéressant de voir que dès maintenant, par exemple dans la Sarthe, on en parle et on essaye d'avoir une stratégie. Ce qu'a dit le jeune agriculteur était intéressant. Il cherche un moyen, trouver un moyen pour résoudre le problème et aussi finalement on essaye au niveau plus politique, plus général, de prévoir éventuellement ce que l'on doit faire. Donc ça c'est encourageant, mais ça semble assez évident que ce genre de choses se reproduisent de plus en plus. Et que la situation, on va dire, de la sécheresse ne sera plus aussi exceptionnelle que cela. Ça dépend des régions. C'est assez difficile de faire une prévision des simulations pour le futur en ce qui concerne les précipitations. C'est peut-être plus facile pour la température. Mais effectivement, ce que l'on peut dire, c'est que vraisemblablement, si on va vers un réchauffement climatique, on va avoir ce genre de phénomène
qui risque de s'amplifier. Voilà. Alors sans être un spécialiste, on a l'impression évidemment en entendant les prévisions du GIEC, le groupement d'experts auquel vous appartenez, que le réchauffement de la planète s'accélère et même que les prévisions élaborées, en tout cas telles qu'elles sont publiées dans les médias, sont de plus en plus inquiétantes. Alors est-ce que j'ai juste d'une certaine manière? On peut résumer assez rapidement, si vous aimez mieux. Actuellement, donc le GIEC est là pour faire un état des lieux et dire, bon, finalement, qu'est-ce que l'on sait et comment on peut essayer de faire des scénarios du futur. Donc en gros, sur la température, à la fin du siècle, le risque qui est évalué par le GIEC, c'est le suivant, c'est un réchauffement global de 1,5 à 4,5 degrés. Ça, c'est la température. Hein. Le niveau des mers va augmenter aussi. Bon, ces prévisions-là, si vous aimez mieux, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une analyse des causes. Oui. Et des causes et puis aussi des conséquences, j'imagine. Des causes et des conséquences. Alors, si vous aimez mieux, ce qui est intéressant, savoir qu'il y a cette fourchette qui est énorme. C'est pas la même chose si ça se réchauffe d'1,5 ou de 4,5 degrés. Bien sûr. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que la moitié de cette incertitude, c'est lié à des incertitudes scientifiques de comment fonctionne la machine climatique et comment prévoir le futur. Et l'autre moitié, eh ben, tenez-vous bien, c'est nous qui avons la clé. Alors justement, c'est notre pouvoir. Et en gros, on a déjà hypothéqué jusqu'en 2050 parce que si vous voulez, ça met agir déjà aujourd'hui, ça met un certain temps. Il y a une inertie de la planète Terre. Et aujourd'hui, on va agir pour 2050 à 2100. Alors justement, on a un peu le sentiment, malgré tout, qu'il y a un certain fatalisme au sein de la population, parce que concrètement, agir, ça veut dire aussi renoncer à notre mode de vie. Concrètement, qu'est-ce que vous répondez à ça? Ce que je réponds, ou ce que je ressens en tout cas, la première chose, c'est que je suis optimiste, contrairement à ce que l'on peut imaginer. Je suis optimiste et la raison en est qu'on arrive probablement à la fin d'un système aujourd'hui. Si vous aimez mieux, on a l'impression qu'on a vécu une ère où effectivement on avait une certaine forme de vie et on vivait d'une certaine façon et sur une certaine richesse. Bon, on a l'impression de plus en plus qu'aujourd'hui on est proche d'une fracture, d'une rupture si vous aimez mieux. Et pourquoi je suis optimiste? C'est parce que si on est proche d'une rupture, on va être obligé, nous-mêmes, d'analyser à nouveau la façon de laquelle on vit et en particulier de décider de prendre des décisions assez importantes sur notre façon de vivre. Ça ne veut pas dire qu'on sera moins heureux, et c'est pour ça que je suis optimiste, mais ça veut dire, je vais vous donner un seul exemple pour vous montrer comme on a des possibilités. Si aujourd'hui on isolait toutes les maisons en France correctement, on gagnerait, en termes d'énergie, on sauverait 30% de l'énergie qu'on consomme aujourd'hui. Donc il y a des potentiels d'économie. C'est un exemple, il y en a d'autres. Absolument important. Écoutez, moi, ce que je propose à tous ceux qui sont intéressés évidemment par le sujet, c'est de venir tout simplement vous écouter. Vous serez à la Maison pour tous, Jean Moulin, ce vendredi à 20h pour une conférence donc au Mans. Le titre, Notre planète Terre, boule de neige ou boule de feu, l'entrée est à 4 €. Merci beaucoup, Monsieur Reynaud, d'être venu sur ce plateau. En bref, à présent, les postiers d'Écomois et de Sablé décideront jeudi matin s'ils reprennent le travail. Ils ont obtenu notamment le paiement des heures supplémentaires comme leurs collègues du nord du département. On s'arrête maintenant sur une initiative pionnière en Sarthe, la cantine Zéro Gaspille, un concept adopté depuis la Toussaint par l'école Psalette Saint-Vincent du Mans. Les demi-pensionnaires sont ravis, comme a pu le constater Laure Girard. Dès la maternelle, ils ont un goût très sûr. J'aime presque tout, mais sauf les champignons. J'aime bien les spaghettis à l'école. Tu préfères la tarte aux pommes ou la meringue? Meringue. Ici, les enfants peuvent choisir en fonction de leurs envies et surtout de leur appétit. Seule règle à respecter, ce que l'on met dans son assiette doit être mangé. C'est un projet qui a été travaillé en amont par l'association des parents d'élèves avec aussi l'organisme de gestion. L'objectif, c'était de réussir à mettre en place un concept qui permettait d'avoir un apport éducatif dans le moment du repas.
Et visiblement, les plus grands ont bien compris l'intérêt de faire la chasse au gaspille. On sert et puis si on n'aime pas trop, on a le droit d'en prendre qu'un petit peu. Et c'est mieux puisqu'on n'a pas à se forcer et pas manger et jeter de la nourriture. Au début, je connaissais pas la tarte au potiron et dès que j'ai goûté, au début, je me disais que ça allait pas être très bon, mais en fait, quand j'ai goûté, c'était bon. Les enfants sont libres de goûter de toutes petites quantités et de se servir s'ils aiment. T'as plus que 2 radis, tu veux en manger plus, hein? Non, j'ai pas très faim. Du coup, t'en goûtes quand même? Ouais. Pourquoi? Parce que je me dis que ça peut être bon. Sur les buffets, les ramequins individuels sont bannis. Bref, tout est pensé pour éviter le gaspille. On a fait une pesée sur un fonctionnement en self-linéaire. On a jeté 23 kg de déchets alimentaires. Aujourd'hui, la dernière pesée qui a eu lieu la semaine dernière, on a jeté 6 kg de déchets alimentaires. L'établissement est convaincu de l'intérêt écologique et pédagogique de la formule, un concept qui pourrait intéresser d'autres écoles sartoises. On parle coiffure à présent avec le concours départemental du meilleur apprenti de France qui avait lieu lundi à la maison de la coiffure. C'est au Mans. Ambiance. Bertin, Jimmy. Attention à son comble à la maison de la coiffure. Jimmy et Faustine viennent de décrocher la médaille d'or du concours départemental du meilleur apprenti de France. Une récompense qui est un plus pour la carrière de ces jeunes coiffeurs. Oui, tout à fait, c'est un plus sur le CV qui n'est pas négligeable. Et puis notamment quand ils peuvent accéder au régional, ils font des rencontres avec des meilleurs ouvriers de France ou des gens qui ont l'habitude d'entourer les jeunes au niveau des concours. Donc ça permet éventuellement d'intégrer des organismes comme l'équipe de France, etc. Donc il y a de l'avenir, tout à fait. Le concours est exigeant. 14 candidats en année terminale de leur CAP avaient été sélectionnés par les 4 écoles de coiffure de la Sarthe et le centre de formation des apprentis. Au menu, 3 épreuves contrôlées par les jurés, une coiffure femme, une mise en pli artistique d'une tête et une coiffure homme. Là j'ai fait une fleur, une sorte de fleur, plus après c'est des boucles en relief, boucles plates. Alors pour être un bon apprenti, il faut avoir avant tout du goût, c'est-à-dire réaliser une coupe qui soit harmonieuse par rapport au visage de la personne et puis réaliser un travail fin. J'aime beaucoup déjà le rouge, donc on a choisi cette couleur et puis vu qu'elle a le teint mat, donc du coup ça lui va très bien et voilà, avec les pointes en blond et les racines noires. Les 5 lauréats, médaillés d'or et d'argent, sont sélectionnés pour la finale régionale qui aura lieu à Cholet le 26 mai. Et puis les concours de ce type se multiplient. Un autre coiffeur sartois, Jérémy Merlet, a lui remporté la sélection régionale des Olympiades des métiers. C'était ce dimanche à Angers. Jérémy Merlet est en brevet professionnel au CFA Coiffure du Mans et travaille en alternance dans un salon de la rue Gambetta. Maintenant, il se prépare pour le titre national. On l'écoute. Là, c'est plus intense, il y aura des coachings, voilà, donc c'est au mois de novembre à Clermont-Ferrand. Donc voilà, donc maintenant il faut encore que je m'entraîne, il y a encore plus d'épreuves et puis plus de pression. Alors concrètement, il faut refaire en mieux ce qu'on a fait au régional, bien sûr, et puis s'entraîner pendant notre temps libre, en dehors du salon, bien sûr, avec les profs du CFA, et puis pendant notre temps libre, c'est que ça, quoi. C'est que ça, mais bon, ça aboutit à un super truc, quoi. Et à noter que 2 autres Sartois ont remporté le titre régional des Olympiades dans leur catégorie. Il s'agit de Johan Christians dans les métiers du plâtre et de Bastien Goyer en miroiterie. Toutes nos félicitations. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'info demain, même lieu, même heure. D'ici là, passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir.